Très heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, les taux se resserrent sur Kigali. Le Trésor américain a imposé des sanctions financières contre l'armée rwandaise. Le gouvernement congolais a réagi au travers d'un communiqué quant à ce. Vous le suivrez dans ce journal. Et puis, dans un communiqué rendu public, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, ordonne des poursuites contre les infractions numériques. C'est aussi à suivre ce soir. Une fois de plus, bienvenue. Les taux se resserrent sur Kigali, je l'ai dit tout à l'heure, alors que l'Est de la République démocratique du Congo s'enfonce dans une crise humanitaire sans précédent. Le Trésor américain vient de frapper un grand coup en sanctionnant directement l'armée rwandaise et 4 de ses plus hauts gradés, accusés de piloter l'offensive du M23, de déployer des technologies de pointe sur le front et d'exploiter les ressources minières congolaises. Images et commentaires. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain vient de franchir un cap diplomatique majeur en imposant des sanctions directes contre la force de défense du Rwanda et 4 de ses hauts responsables, dont Mubarak Muganga, Vincent Nyakarundi, Ruki Karusisi et Stanislas Kashugi. Cette décision dénonce l'implication directe de Kigali dans l'instabilité de l'Est de la République démocratique du Congo, où l'armée rwandaise est accusée de fournir un soutien opérationnel et technologique massif au M23. Selon Washington, l'armée rwandaise déploie des milliers de soldats, introduit des équipements de pointe comme des drones et des systèmes de brouillage GPS et facilite le recrutement de combattants pour permettre au M23 de contrôler des zones stratégiques et des sites miniers. L'impact de cette décision dépasse la simple condamnation politique et engage des conséquences financières immédiates et rigoureuses. Désormais, tous les biens et intérêts des entités et individus désignés se trouvant aux États-Unis ou sous le contrôle de ressortissants américains sont gelés et doivent être signalés à l'OFAC. Cette mesure frappe également toute entité détenue à 50% ou plus par ces personnes bloquées. Dans les faits, les réglementations interdisent presque toute transaction impliquant ces actifs, bloquant ainsi l'accès de la hiérarchie militaire rwandaise au système financier international lié au dollar. Au-delà du gel des avoirs, ces sanctions imposent une pression juridique stricte. Toute violation, qu'elle soit le fait de citoyens américains ou d'étrangers tentant de contourner ces mesures, peut entraîner des poursuites civiles ou pénales. L'OFAC applique ici le principe de responsabilité, signifiant que même les institutions financières tierces s'exposent à des sanctions si elles participent à des transactions impliquant les membres des forces armées rwandaises. Toujours dans le même registre, le gouvernement de la République démocratique du Congo a officiellement pris acte via un communiqué ce 2 mars 2026 de cette décision des États-Unis d'imposer des sanctions financières aux forces de défense rwandaises ainsi qu'à 4 de leurs hauts responsables. Dans un communiqué officiel publié ce 2 mars 2026, le gouvernement de la République démocratique du Congo a exprimé sa satisfaction suite à la décision du département du Trésor américain de sanctionner les forces de défense rwandaises ainsi que 4 de leurs hauts responsables. Kinshasa voit en ces mesures une réponse directe à l'implication des RDF aux côtés du M23 dans les opérations militaires menées sur le sol congolais. Pour le gouvernement, ces actions sont en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Tout en réaffirmant son engagement pour une paix durable, la RDC appelle à la cessation de tout appui aux groupes armés et salue le leadership des États-Unis dans les efforts de stabilisation de la région des Grands Lacs. Cette position est partagée par la jeunesse congolaise, notamment à travers la voix de Christian Lumulu-Kusa, vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Ce dernier salue la détermination de Washington et appelle à un renforcement continu des pressions internationales afin de mettre fin définitivement au soutien des forces négatives qui ensanglantent le pays. Réitérant son engagement aux côtés des institutions de la République, la jeunesse présidentielle exige que justice soit rendue pour les millions de victimes de cette tragédie. Et puis, en image, le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Guillaume Ngefa, a donné mardi l'injonction aux procureurs généraux près les cours d'appel, aux procureurs de la République ainsi qu'aux auditeurs supérieurs des juridictions militaires pour la mise en œuvre des poursuites judiciaires contre les infractions numériques dans le respect des droits fondamentaux, selon un communiqué publié le même jour lorsque les conditions légales sont réunies, recourir aux mesures prévues par la loi pour ordonner le retrait, le blocage ou la suspension des contenus manifestement illicites sous le contrôle des juridictions compétentes et sans porter atteinte aux libertés fondamentales. Ce journal se poursuit. Le ministre des Infrastructures, John Banzalunda, séjourne actuellement à Chikapa, dans la province du Kasaï, dans le cadre d'une mission d'inspection des travaux en cours de réalisation. Les détails dans cet élément de Nadia Mabosso.
évaluer l'avancement des travaux lancés à Chikapa dans le Kasaï, mais aussi assurer la qualité des ouvrages réalisés. C'est ce qui explique la présence du ministre des Infrastructures John Banzalunda dans ce coin du pays le lundi 2 février. Première étape, la route Kamwesha-Kananga, où il a notamment échangé avec les responsables du projet sur les défis rencontrés dans l'exécution des travaux. Celui que l'on surnomme le cantonnier national doit également se rendre sur la route de Chikapa-Kanjaji à l'aéroport de Chikapa ainsi qu'aux différents projets inscrits dans le cadre du programme Chilejelu. Pour rappel, le ministre des Infrastructures s'est rendu dans la ville de Bondundu, dans la province du Kwilu, la veille, pour évaluer les travaux entrepris dans différents sites qui doivent recevoir les participants de la prochaine conférence des gouverneurs. Tout à fait autre chose dans ce journal reçu par le président Félix Tshisekedi le lundi 2 mars 2026. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga a fait le point sur la situation économique, sociale et sécuritaire de la province, réaffirmant son engagement à s'aligner sur la vision présidentielle de redynamisation. Aris Mbenga. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a été reçu par le chef de l'État ce lundi 2 mars 2026 pour faire le point sur la situation économique, sociale et sécuritaire de cette province stratégique. Au cours de cette audience, l'autorité provinciale a dressé un état de lieu marqué par d'importants défis à relever, tout en réaffirmant son engagement à inscrire son action dans la vision du président de la République, orientée vers la redynamisation de la province cuprifère et la relance de son potentiel de développement. Il y a beaucoup de défis que nous devons relever, sur tout le plan, que nous fournissons déjà beaucoup d'efforts, et avec son accompagnement bien sûr, sur tout le plan, sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. Sur le plan économique, nous avons réussi quand même à stabiliser la flambée des prix à ce qui concerne la farine. Un gouverneur n'a pas de tribu, j'appartiens à toutes les tribus et ce que nous demandons à toutes les communautés, c'est de vivre en harmonie et de cohabiter pacifiquement. C'est ce que veut le chef de l'État. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga a relayé un message d'unité et de cohésion sociale, appelant les forces vives du Haut-Katanga à privilégier le vivre ensemble afin de consolider un développement durable et inclusif en phase avec les orientations et aspirations portées par le chef de l'État. Et puis lors de la 10113e séance du Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo a alerté sur la situation de l'éducation en zone de conflit face à l'agression dans l'Est. L'ambassadeur Zenon Mukongo-Ngai confronte les ambitions technologiques de l'ONU à la réalité du terrain. Un élément de Bébira Marilou Bokola. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'école est un champ de bataille. Des milliers d'enfants sont privés d'instruction. Leur salle de classe étant transformée en refuge pour déplacés ou en base par le groupe armé. Pour ces familles, la technologie reste un luxe inaccessible face à l'urgence de la survie. Rien que dans la province du Sud Kivu, où opère impunément depuis le début de l'année 2025 le mouvement M23 et les forces de défense rwandaises RDF, en violation de nos lois nationales, de la Charte des Nations Unies, des principes élémentaires du droit international et du droit international humanitaire, l'impact du conflit sur l'éducation est alarmant. D'abord, la gratuité de l'enseignement est mise en mal. Les troupes rwandaises et les rebelles du M23 ayant décidé d'imposer des frais de scolarité dans les écoles privées et publiques des territoires sous leur contrôle. Ensuite, les statistiques renseignent que sur 8419 écoles, 1768 écoles, dont 71 écoles maternelles, 1022 écoles primaires et 675 écoles secondaires ne sont aujourd'hui plus fonctionnelles. Parmi elles, 167 écoles abritant 72 214 élèves, dont 36 068 filles, sont au moment où nous nous réunissons ici, occupées par les groupes armés. À la tribune de l'ONU, Zenon Mukongo-Ngai a dressé un diagnostic sans concession. Si la technologie est un levier de continuité pédagogique, elle se heurte en RDC à une double barrière d'absence d'infrastructures énergétiques et d'insécurité persistante. Garantir un accès effectif à l'éducation et aux technologies numériques pour les enfants en situation de conflit constitue pour la République démocratique du Congo une réalité essentielle.
Depuis plus de 3 décennies, notre pays connaît des cycles récurrents de violence et de conflits armés, particulièrement dans sa partie orientale. Cette situation prive depuis 30 ans des millions d'enfants de la jouissance d'un droit pourtant fondamental, celui d'accéder à une éducation sûre. Ici est donc de rappeler que le droit international protège l'éducation, mais sur le terrain, l'agression armée viole systématiquement ces sanctuaires du savoir. Et puis parlons santé dans ce journal. Il y a quelques jours, un homme d'un certain âge a été victime d'une crise cardiaque en plein poids lourd dans la commune de Limété. Quels sont les signes d'alarme de la maladie? Le docteur Patricia Ouedia nous en dit plus. Elle a été jointe au téléphone par Nadia Mabonso. Bonjour, c'est docteur Ouedia Patricia. C'est un honneur pour moi ce jour de répondre à quelques questions sur une crise cardiaque, une pathologie potentiellement grave. Et un homme a été victime de cette crise sur poids lourd. Ce qu'il faut savoir sur cette pathologie. Une crise cardiaque, également appelée infarctus du myocarde, est un syndrome coronarien aigu dû à une oblitération totale et permanente de coronaire. Quels sont les signes d'alarme d'une crise cardiaque? Une crise cardiaque peut se manifester par une douleur forte dans la poitrine, souvent comme un poids ou une brûlure, une douleur qui peut aller vers les bras gauches, les coudes, la mâchoire ou le dos, un essoufflement soudain, une forte transpiration, des nausées, des vomissements, une fatigue intense, des vertiges ou une perte de connaissance. Attention, chez certaines personnes, surtout les diabétiques et les personnes âgées, les signes sont discrets. Peut-on prévenir une crise cardiaque? Oui, dans beaucoup de cas, on peut réduire les risques en évitant les tabacs, en mangeant moins gras, moins salé et plus de fruits et légumes. Faisant une activité physique régulière, contrôlant la tension artérielle, les diabètes et les cholestérols, réduisant les stress, faisant des bilans médicaux réguliers. Quel est le traitement d'une crise cardiaque? La crise cardiaque est une urgence médicale. Il faut appeler immédiatement les secours. À l'hôpital, les patients reçoivent des médicaments pour soulager la douleur et déboucher les artères, parfois une intervention pour ouvrir l'artère bouchée. On parle d'angioplastie. Plus les traitements est rapide, plus les chances de survie sont élevées. C'était là les conseils d'un médecin. Le monde célèbre ce 3 mars la journée de la vie sauvage avec comme objectif de célébrer la faune et la flore sauvage et de sensibiliser le public à leur importance. En République démocratique du Congo, cette journée met en lumière le rôle essentiel des plantes médicales et aromatiques pour la santé, mais aussi la substance et appelle urgemment à lutter contre le braconnage. Stéphanie Mpagna pour le récit. Adopté le 20 décembre 2013 lors de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la résolution 68-205 a donné naissance à la journée mondiale de la vie sauvage. Chaque année, cette date devient un moment fort pour célébrer la faune et la flore sauvage tout en sensibilisant les populations aux enjeux qui les concernent. Partout dans le monde, des initiatives mettent en lumière la beauté, la diversité et l'importance des espèces sauvages. Cette journée rappelle non seulement leur rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes, mais aussi les multiples bénéfices qu'elles apportent aux communautés humaines. En République démocratique du Congo, la célébration prend une dimension particulière, riche de l'une des plus vastes biodiversités du continent africain. Le pays utilise cette journée pour attirer l'attention sur la nécessité vitale de protéger la nature. Les acteurs de terrain, les ONG et les autorités rappellent l'urgence de préserver les forêts, de sauvegarder les écosystèmes menacés et de lutter fermement contre le braconnage en fléau et qui continue de décimer certaines espèces emblématiques. Cette journée met également en avant le rôle méconnu mais essentiel des plantes médicinales et aromatiques largement utilisées par les populations locales. Leur conservation représente un enjeu sanitaire, économique et culturel. À travers cette journée, un message clair se dessine: la protection de la nature, ce devoir universel. Préserver la vie sauvage, c'est protéger l'équilibre écologique mondial et garantir l'avenir des générations futures.
D'une info à une autre, allons vers le sport. L'ancien international portugais d'origine congolaise, Aziz Makukula, est candidat à la présidence de la Fédération congolaise de football association. Il a lancé un appel expliquant les raisons de sa candidature. Un élément de bienvenue Famba. C'est pour les gens qui ont un peu parlé par défaut sans réellement connaître nature. Naza Congolais Netibino Namona Moka, Toki Nabioka Yokate, tout ce qu'on veut c'est changer notre football. Tout ce qu'on veut c'est corriger Oisa Mabé. Je ne veux pas dire que Batbassari Mabé, non. On ne vient pas pour se lamenter, on vient avec des solutions pour changer. Message on passé ça quand Nabiso, mon ancien footballeur. Diogo Toz à la Uni, Tosangana. C'est méchant, ma part il y a quelques Diogo, ça la moi l'Ekita. Parce que Bazo jugé un peu par défaut et négativement, c'est pas bien. Boyato Sangana, to mélanger Baïdé. Baïdé on est tellement positif, et ça forcément t'es nga Aziz Fonaza président. Oya Monica Ozala intelligent, social, neto benga muta batu. Oabiko liana batu. Hier on a dit to voter président. Bisso ba joueur et Simbe mettait moi ma référence. Pourquoi je parle comme ça? Je parle déjà tant que président Alliance. Il y a ancien footballeur. Je suis le président, ancien footballeur Niostou. Il y a Alliance. Il y a l'association Niostou. C'est moi leur représentant et leur président. Donc, si je suis président Kuna, je peux aussi bien encadrer certaines personnes et aider Baninga qui est un sens positif. Badjogo, tout Sangana, tout Sabomoko, tout à la haut avantageux pour Nabiso, ancien footballeur. Tout à la vie à Papa Nabiso. Et puis toujours en sport, en s'offrant 36 médailles dont 14 or, 11 argent et 11 bronze, la Ligue de Sambo de Kinshasa remporte la 3e édition du championnat national lors de la clôture qui s'est déroulée au gymnase du stade des Martyrs. Encore bienvenue Famba. L'ambiance était électrique au Stadion des Martyrs à l'occasion de la clôture de la 3e édition du championnat national des Sambo. Plusieurs finales étaient à l'affiche en Sambo sportif et Sambo combat. Très attendu par les publics, Gabriel Mwanda n'a pas pardonné son adversaire Diki Lavukulu en lui infligeant une leçon des Sambo. Score de la partie 8-0. Nous sommes là en finale de moins de 71 kilos en Sambo sportif. Zali Sambo la discipline Kitoko, les a mélangé les judo, Bajidoka, porte les a ouverts, Balutaire, porte les a ouverts, ah vous avez plus méritocratie, ceux mérités aux arbres résultats d'aller plus aux allonneurs. Les talents, il y en avait, les spectacles aussi étaient au rendez-vous. Voilà ce qui explique la joie du directeur technique national de la FENACOSA, maître Dieudonné Vengidiou. Je suis vraiment épaté aux juniors féminins et puis aux juniors masculins. Il y a vraiment une nouvelle touche, il y a la nouvelle énergie, il y a l'avenir, il y a le relève. Au tableau des médailles, la Ligue de Kinshasa est classée en tête avec 36 médailles dont 14 or, 11 argent et 11 bronzes. Suivi du Haut-Katanga, 7 or, 3 argent et 2 bronzes. Le Congo central vient en 3e position avec 1 or, 7 argent et 7 bronzes. Présent à cet événement, le conseil du ministre des Sports et Loisirs, Maître Alain Makengo, a encouragé les dirigeants de la FENACOSA DA pour la réussite de ces championnats. La suffisance que le gouvernement est à ses côtés pour le pousser à aller toujours de l'avant avec ces disciplines. Vous savez, le gouvernement, à travers le ministère des Sports et résolument, a accompagné beaucoup de disciplines qui sont sérieuses, qui travaillent pour l'intérêt de la jeunesse. Outre les Sambo, la fédération a lancé ce dimanche 1er mars 2026 les Kabaddi à travers un tournoi qui a regroupé 8 équipes dont 2 féminines. C'est là en présence de l'ambassadeur de l'Inde en RDC et des autorités congolaises. Et c'est tout pour l'actualité de ce soir. Je vous rappelle les titres. Guerre dans l'est de la RDC, les taux se resserrent sur Kigali. Le Trésor américain a imposé des sanctions financières contre l'armée rwandaise. Le gouvernement congolais a réagi au travers d'un communiqué
Quant à ce, vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis dans un communiqué rendu public, le ministre de la Justice, Guillaume Nguefa, a ordonné des poursuites contre les infractions numériques dans le respect des droits fondamentaux. Et vous l'avez aussi vu dans ce journal. Et c'est ici que nous bouclons cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau journal. Bonsoir chez vous.